Bonjour à toutes et à tous. Donc Philippe Lagauche. Euh, je travaille dans le domaine de la culture de la couleur au profit d'entreprises et en particulier au niveau de la conception de produits nouveaux. Donc aujourd'hui, j'ai la charge, mais aussi le bonheur d'ouvrir, d'introduire ce cycle de conférences. Et donc, j'ai opté sur une galerie de portraits, tout simplement parce que derrière les événements marquants de l'histoire de la chromaticité associée à l'architecture et à l'urbanisme, il y a des hommes. Certains sont célèbres, d'autres sont plus discrets, d'autres encore sont anonymes. Mais il convient de rappeler le rôle qu'ils ont tenu dans le façonnage de notre environnement et, par voie de conséquence, à l'élaboration subtile de notre sensibilité. C'est la vocation de cette introduction. Et je vais commencer par euh, rappeler cette citation qui, je pense, est totalement inspirante. Cette citation d'un d'un poème de Paul Valéry. Dis-moi, puisque tu es si sensible aux effets de l'architecture, n'as-tu pas observé, en te promenant dans cette ville, que d'entre les édifices dont elle est peuplée, les uns sont muets, les autres parlent, et d'autres enfin, qui sont plus rares, chantent. Euh, je pense qu'il est assez aisé de placer notre intérêt sur le troisième domaine, et nous allons donc essayer de chercher à travers cette galerie de portraits ceux qui sont derrière. Alors, bien évidemment, je vais pas commencer par un, un chromophile, mais plutôt un chromophobe à travers le baron Haussmann. Alors, le baron Haussmann, tout le monde le connaît. Euh, c'est un des grands personnages de l'urbanisme parisien, mais il s'avère que Haussmann était avant tout alors, un autocrate. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait des positions parfois excessivement tranchées, et en matière d'esthétique, c'était le cas. Petite citation qu'il rappelle dans ses mémoires et euh, qu'il a maintes fois opposé à des architectes qui venaient lui proposer des projets pour lesquels notre sujet de prédilection était en priorité. Donc, le baron Haussmann leur répliquait, le but est de remplacer la froideur et la monotonie de la pierre par des teintes plates diverses. A, selon moi, le grand tort de cacher aussi la beauté simple et noble des matériaux de taille employés dans la construction. Un, ce qui compte pour Haussmann, c'est l'authenticité des matériaux. C'est une pierre brute qui n'est absolument pas parée d'enduit, parée de euh, quelque sorte de coloration qui aura été rajoutée, de cosmétique, on pourrait dire. Donc, c'est la pierre brute, ce sont les briques brutes, c'est le zinc dans son état le plus naturel, et c'est ce qu'il va opposé à l'ensemble des architectes, en particulier à l'un de ses contemporains, Hittorf, qui est l'un des architectes qui a euh, travaillé sur la place de la Concorde à Paris, qui a réalisé la gare du Nord pour ceux et celles qui font souvent le voyage vers Lille. Et Hittorf avait réalisé, comme la plupart des architectes de l'époque, un voyage pour valider ses études, un voyage en Sicile. Et il avait découvert là-bas une architecture polychrome. Et son rêve, son intention, c'était de ramener cette douce polychromie exogène dans la capitale.
Alors la question qui est suscitée par ce débat entre les chromophobes et les chromophiles, eh bien la question est la suivante. Le débat virulent entre les chromophobes, à l'instar du ballon Haussmann, et les chromophiles comme Hittorf, est considérablement moins frontal qu'il ne l'a été. Cependant, les deux camps pérennisent les arguments de leurs aînés, les uns prônant la chromaticité à privatif, et les autres la polychromaticité. Au XXIe siècle, bien que les enjeux soient peu différents de ceux du XIXe siècle, les termes du débat n'ont pas fortement, fondamentalement changé. Le noir et le blanc sont toujours très majoritairement considérés en marge par rapport à ce qui est empiriquement décrit comme typiquement chromatique. La phobie quant à l'approche de notre sujet est discrètement toujours vivace. Et la démonstration, c'est pour quelles raisons les agences d'architecture présentent-elles encore leurs maquettes en blanc, en en totale chromaticité. Le deuxième portrait, c'est encore un contemporain, quasiment un contemporain d'Haussmann, c'est Viollet-le-Duc. Alors, Viollet-le-Duc, lui, bon, est architecte, architecte du patrimoine, il est fortement intéressé par la préservation des traces du passé. On va trouver également à côté de Viollet-le-Duc Charles Garnier, qui lui va œuvrer euh, pour la construction de l'opéra. Et là, encore une fois, il y a constamment des compromis entre l'autorité suprême qui est celle du préfet ou de l'administration euh, en charge de l'urbanisme, et puis ces architectes qui viennent essayer de faire évoluer un tout petit peu les choses. Il s'avère que durant tout le XIXe siècle, l'architecture s'est trouvée blanchie par des badigeons. La plupart des façades ont été euh, badigeonnées et les sous-couches donc ont disparu du paysage. Dans ce contexte, des rénovateurs tels que Viollet-le-Duc euh, qui ont une autorité, qui ont une notoriété, mais également une autorité par la mise en évidence d'un certain nombre de preuves tangibles, va émettre une opinion qui est totalement vérifiée a posteriori. Cette opinion, je la cite ici, toutes les architectures connues se sont aidées de la peinture. L'absence de peinture sur les monuments, en particulier au Moyen Âge, de même que pour ceux de l'Antiquité, était l'exception, et la règle, l'état normal, était la coloration. Donc là, il se trouve confronté à des preuves tangibles qui sont produites par l'archéologie et des personnes représentant l'autorité qui sont totalement incrédules parce que pour eux, leur credo, c'est euh, la matière première. Donc, ça définit une forme de daltonisme cognitif correspondant à une ignorance réelle ou simulée de l'apparence chromatique des traditions architecturales. C'est une forme de bouclier de protection des décideurs confrontés à un choix engageant. C'est attester de la crainte qu'une décision prise ne soit pas agréée par l'ensemble des corps constitués à qui elle est destinée. Le choix de la couleur est impliquant, il ne peut se prendre à la légère, il est signifiant et représentatif. Il est sujet à interprétation multiple. Son accompagnement par un professionnel compétent ou aux compétences reconnues s'avère donc totalement indispensable. Sautons quelques années, mais pas tant que cela, et arrivons à notre troisième portrait avec Giovanni Brino. Giovanni Brino est un architecte contemporain, on peut dire, bien qu'il soit mort il y a 4 ans maintenant. Et Giovanni Brino va nous présenter un exemple absolument stupéfiant de ce qu'on appelle la sérendipité. C'est-à-dire qu'il a découvert euh, des pièces alors qu'il cherchait tout à fait autre chose, des pièces absolument convaincantes. Giovanni Brino exerce son métier d'architecte et d'enseignant au Politecnico à Turin. Et en fouillant
fouillant dans les archives de la ville de Turin, il va découvrir dans les années 1978-1979 des documents historiques qui montrent que à partir de 1801 existait un plan de coloration urbaine concernant toute la ville de Turin. Et c'est une découverte absolument fascinante parce que ça montre que dès le début du 19e siècle, alors que Turin est sous protectorat français, il y a une délégation de politiciens qui a été nommée par Napoléon. Euh, et c'est ce protectorat français qui va inspirer le façonnement ou l'esthétique urbaine qui va régner sur Turin. Et donc, avant que Giovanni Bonino ne, ne mette au jour ces documents d'architecture, ces documents d'urbanisme, eh bien, on ignorait absolument l'existence de ces pièces à conviction. Alors, bien évidemment, la municipalité de Turin va être fortement impliquée ce programme de restauration et va créer dès 1979 le premier office des couleurs, le premier bureau administratif qui va gérer la planification chromatique à l'échelle de la cité de Turin. Et cet exemple, après, sera diffusé sur un certain nombre d'autres villes européennes, comme à Budapest, à Barcelone, à Moscou, etc. etc. Donc, ce qui va nous interroger ici, c'est la question suivante. Tous les arguments historiques, méthodologiques, archéologiques, politiques sont réunis par la municipalité de Turin à partir de 1980 pour accomplir un programme de planification du patrimoine coloré. Cependant, considérée de l'extérieur, l'image de la ville n'a pas bénéficié en fait de ce programme de promotion de la couleur. Voilà. Donc, on pourrait tout à fait s'interroger pour quelles raisons, euh, alors que il y avait ces pièces à conviction d'une très haute importance historique, eh bien, la ville n'en a pas profité. Quatrième exemple, quatrième portrait avec Henri Pro. Alors, Henri Pro, il y a probablement pas énormément de personnes qui ont mémoire de ce personnage. Voilà, je vous mets ici une cartographie historique euh, des bâtiments de Turin. Alors, Henri Pro, voici son, un visage. Il est architecte, urbaniste et il va être nommé en 1914 pour aller s'occuper d'une ville au Maroc qui s'appelle Dar el Beidina. C'est une mégalopole, on pourrait dire, si on utilisait un terme contemporain, c'est une mégalopole, dans le sens où il y a la Médina, en plein cœur historique, qui est la ville commerciale, la ville artisanale. Et puis, tout autour de cette médina, eh bien, il y a une multitude de quartiers euh, qui va accueillir des paysans marocains qui viennent de la campagne et qui sont attirés par la ville. Donc, il y a une forme de mosaïque assez anarchique. Et la mission d'Henri Pro, eh bien, c'est d'aller ordonner euh, ce chaos urbain. Alors, l'intelligence d'Henri Pro, eh bien, c'est d'avoir identifié ce que j'appelle le génie du lieu. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la ville de Dar el Beida, une fois que ce nom arabe sera traduit, ça vous paraîtra tout à fait éloquent. Dar el Beida, ça veut dire tout simplement Casablanca. Et Casablanca, traduit, c'est la ville blanche.
C'est la Maison Blanche tout à fait en particulier. Donc, quel enseignement tirer de cette expérience? C'est que tout simplement, tout territoire est culturellement habité par un génie du lieu, légendaire ou historique qu'il convient d'identifier. La responsabilité éthique et la conduite de projet ne peut négliger cet aspect de la sensibilité culturelle, qui ne peut qu'accompagner positivement la genèse d'une mutation urbaine. Qu'en est-il de la participation sociale, de la concertation à la construction de leur propre cadre de vie environnemental? Est-ce que ça doit être le fait d'un individu ou d'une équipe de personnes, ou est-ce qu'il doit y avoir la participation, bien évidemment, des études, des participants? Voilà une vue contemporaine de la ville de Casablanca sur laquelle j'ai eu la chance d'aller former un certain nombre d'architectes et d'urbanistes à la couleur. Cinquième portrait, alors là, on va un peu plus loin dans l'espace, puisqu'il va être consacré à Luis Barragan. Luis Barragan nous amène voyager au Mexique, mais il s'avère que à l'occasion de voyages d'études qu'il a réalisés en Europe, en particulier dans les années 30, Luis Barragan va rencontrer Le Corbusier, qui à l'époque est le grand théoricien de l'architecture contemporaine. Alors Barragan, lui, est donc d'origine mexicaine et comme tout Mexicain, il a dans ses gènes une intensité totale. C'est l'intensité lumineuse, c'est l'intensité sonore, c'est l'intensité tactile, c'est l'intensité gustative. Alors, bien évidemment, on pourrait considérer que l'ensemble de ces remarques, de ces critères, ce sont des stéréotypes, mais il n'en demeure pas moins que lorsque Barragan va construire une hacienda, ce qui est le cas de cette magnifique photo, euh, il va œuvrer, par exemple, pour faire en sorte que le bruit des sabots résonne dans l'ensemble de sa construction. Il va œuvrer pour que la peau, la texture des parois rappelle la rugosité d'un certain nombre de végétaux. Donc, vraiment une conception polysensorielle euh, qu'il va mettre en œuvre, excessivement subtil, excessivement sensible. Louis Barragan a été le deuxième lauréat du prix Pritzker, qui est l'équivalent du prix Nobel associé aux architectes. Et euh, lorsqu'il y a donc une nomination, une célébration de l'œuvre d'un architecte, les jurys vont réaliser un éloge. Et il s'avère que lorsque les jurys internationaux du prix Pritzker en 1980 accordent ce prix à Luis Barragan, ils vont mettre en évidence le sentiment de poésie qu'il y a aussi bien dans cette hacienda que dans cette demeure privée qui, elle, est rythmée par une musicalité étonnante. Alors là, la question est la suivante. Notre rapport à la couleur est intimement conditionné par une multitude de facteurs. Le genre sexuel, l'âge, les origines géographiques, les racines culturelles, l'éducation, les expériences sensibles, les pratiques artistiques, etc. Les acteurs qui façonnent notre cadre de vie, que ce soit à l'échelle d'une collectivité ou dans une dimension plus familiale, se doivent de combiner leur propre sensibilité avec celle de leurs interlocuteurs. L'ancrage des réalisations de Barragan sur la terre mexicaine se révèle en totale cohérence. En aurait-il été de même si il avait implanté ses architectures sur d'autres sites? C'est une question que l'on peut se poser et nous aurons peut-être une réponse dans quelques instants. Le portrait suivant, c'est Le Corbusier. Le Corbusier, je vais aller rapidement sur une problématique, tout simplement parce que Le Corbusier est l'un des grands théoriciens et des grands praticiens de la couleur en architecture et en urbanisme.
Mais il s'avère que en juillet dernier, donc en juillet 2024, il y a une intense polémique qui s'est déployée au travers les façades d'un des bâtiments de Le Corbusier à Paris. Voilà son portrait. Et cette polémique concerne donc la façade de- du bâtiment intitulé Molitor, hein, que Le Corbusier a construit en 1931 et qui a fait l'objet de deux campagnes de restauration. Il s'avère que la dernière campagne, qui est représentée sur la grande photo, euh, les entrepreneurs ont pris une aisance et n'ont pas du tout respecté en fait le projet initial de Le Corbusier. Alors, il s'avère que c'est un bâtiment qui est inscrit et qui est protégé par l'UNESCO. Il est également sous couvert de l'autorité de la Fondation Le Corbusier. Et à l'heure actuelle, depuis le mois de juillet, il y a ce bras de fer entre les tenants de l'esthétique corbusienne et puis l'entreprise qui a œuvré. Donc la question que l'on peut se poser à travers cet exemple est la suivante: la question de la restauration des réalisations architecturales contemporaines, quelle qu'en soit leur valeur historique, se pose. La préservation des partis pris esthétiques sur la durée, eu égard au fait que la sensibilité sociale évolue, que l'usage et la connaissance des matériaux de construction moderne avec le temps s'est accru, que de nouveaux dispositifs de finition se sont développés, sont autant d'éléments à prendre en considération. Donc, même au niveau de l'architecture contemporaine, la question de la préservation euh, de l'idée première se pose. Et est-ce que l'on doit adapter à la sensibilité du temps des partis pris qui relèvent maintenant de quasiment 90 ans en arrière? Je continue rapidement et on passe après Le Corbusier à Richard Mayer. Richard Mayer, lui, est un architecte contemporain, l'un des très très grands architectes américains représentant l'architecture internationale avec des canons. Et il s'avère que l'esthétique de Richard Mayer, à l'inverse de Luis Barragan, qu'on a vu il y a quelques instants, le Mexicain, Richard Mayer, lui, va imposer son esthétique à travers le monde, et il s'avère que c'est une esthétique de l'achromaticité, c'est-à-dire que tous ces bâtiments sont, sont conçus, j'ose dire, c'est l'immaculée conception, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace de chromaticité, hein, c'est le blanc absolu. Alors ici, on a un musée, ici, on a l'ancien siège de Canal+ à Paris. Donc, c'est un immeuble d'architecture tertiaire. Ici, c'est une église à Rome qu'il a construit en 2003 pour le jubilé. Et c'est systématiquement la blancheur qu'il va mettre en évidence. C'est-à-dire qu'il impose un point de vue qui est le sien, quel que soit le terrain, le territoire, la culture où il va déposer sa conception, eh bien, ce sera le règne de la blancheur. Donc là aussi, la question, c'est quelle que soit la fonction d'un bâtiment, quelle que soit son implantation géographique, quelle que soit sa situation culturelle, la posture d'une imposition stylistique est-elle compatible avec une démarche humaniste, prenant en compte que les dimensions sensibles de ces usagers ou d'une réminiscence de point de vue colonialiste, hein, c'est-à-dire est-ce que l'on ne va pas là imposer un point de vue euh, de type américain à des populations qui sont loin euh, de cette culture. Je vais passer je passe par-dessus Adolphe Loos. Euh, euh, non pas que c'est pas intéressant, mais ça va nous faire gagner un tout petit peu de temps. Et je vais maintenant faire le portrait non pas d'un architecte ou d'un humaniste, mais d'un homme politique. Tout simplement parce que Gaston Defferre, qui a été ministre de l'Intérieur et de la décentralisation sous le premier gouvernement
de François Mitterrand en 1981, et puis plus tard ministre d'État chargé du plan et de l'aménagement du territoire, va insuffler à travers cette notion de décentralisation, la possibilité aux collectivités territoriales de retrouver et de cultiver leur identité, leur différence. Et pour ce faire, il va s'appuyer sur un réseau de, d'institutions qui ont été créées quelques années avant, en 1977, qui s'appellent les CAUE, qui sont les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Chaque département dispose d'une de ces institutions. Et ce sont elles qui vont drainer à travers l'ensemble du territoire métropolitain, mais également dans les dom-toms. Ils vont retracer la place de la couleur dans l'architecture traditionnelle, dans l'architecture, et en définir en fait des livres de normes, des livres de recommandations et également de proscription, mais également de prescription. C'est-à-dire qu'il y aura des endroits où certaines couleurs seront prohibées, seront interdites. Donc il y a là tout un champ de notre culture qui est dans les mains de l'administration, et on verra aussi peut-être ce qu'elle est amenée à en faire. Alors je suis vraiment désolé puisque j'ai cru voir que parmi l'assistante de ce webinaire, il y a beaucoup d'auditrices euh, et avec Marcella Morlacci. J'ai un exemple quasiment unique de personne qui va s'occuper d'un plan de coloration. C'est celui de la ville de Rome. Mais là aussi, je vais être obligé de m'auto-censurer. Je suis vraiment confus. Je, Non, je- vas-y Philippe, hein. Philippe, on n'est pas à 5 minutes près. Vas-y, vas-y. oui. Alors, Marcella Morlacci est elle-même architecte. Et son premier travail, c'est un travail d'extrême sensibilité. C'est-à-dire elle s'est baladée, elle s'est promenée dans les villes de Rome, et au lieu d'en faire des relevés comme tout bon coloriste pourrait le faire, eh bien, de façon tout à fait traditionnelle, elle a sorti ses aquarelles et elle a réalisé euh, bon, le type d'ambiance que nous avons sur l'image l'image de gauche. Et une fois qu'elle a eu cette possibilité de présider la commission qui est en charge de l'image de Rome, et dans cette, euh, cette mission, bien évidemment, la couleur est prédominante, eh bien, elle a transféré en fait l'ensemble de ses travaux sur des chartes chromatiques comme celles que vous avez. Voilà. Donc là, c'est un dossier qui est encore en cours, mais qui est dans la continuité de ce qui s'est passé à Turin. Hein, alors à Turin, c'était 1979, hein, donc c'était vraiment une expérience pionnière. Et à Rome, c'est une expérience beaucoup plus récente, puisqu'elle date de 2011. Voilà, et elle se perpétue à l'heure actuelle. Donc ça montre que ça monte en puissance. Et avec Rémi Baudru, que nous avons là, qui est quasiment, personne ne le connaît, malheureusement, mais c'est un architecte du patrimoine que j'ai rencontré en 1993 lorsque j'étais pilote d'un programme relatif à la couleur et l'architecture en Basse-Normandie. Et il s'avère que le patrimoine normand qui a été abondamment abîmé à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, euh, voilà l'image typique que nous avons de cette architecture traditionnelle. C'est-à-dire que ce sont des bâtiments à pans de bois, où on va avoir les pans de bois dans leur état naturel, et puis tout ce qui est
maçonné a été Cholet. Et à l'occasion de cette opération, eh bien, on a mis en évidence que derrière euh, ce chaulage, il y avait des traces de polychromie qui étaient totalement surprenantes. Et en voici un exemple sur un manoir dans la région de Caen qui a servi de couverture à notre colloque. Et Rémi Baudru donc, faisait partie des personnages incontournables de cette opération, tout simplement parce que, en tant qu'architecte du patrimoine, eh bien, il avait en charge l'accompagnement des décideurs publics, les maires, mais aussi les entreprises ou ses confrères architectes, dans la reconsidération de ce paysage. Voilà. Donc, la question est la suivante par rapport à ce portrait de Rémi Baudru. L'implication majeure d'acteurs locaux, la démonstration par des systèmes de preuves, la concertation publique sont des leviers et des relais permettant d'assurer un niveau de réceptivité sociale dans des interventions qui parfois suscitent des réponses passionnelles. Hein. Il y a souvent des polémiques, il y a souvent des réactions très émotionnelles de la part des habitants qui se refusent donc à passer de ce que l'on avait auparavant. On était habitué à ce paysage et là, c'est vraiment un électrochoc. Donc, il y a la nécessité d'accompagner cette mutation. Donc, éviter d'éventuelles polémiques en préfigurant les enjeux partagés et non imposés par une démarche diplomatique attestant l'intérêt du public par rapport à la coloration dans le cadre de vie. Est-ce une démarche universelle? Est-ce que cette démonstration, elle est appliquée régionalement ou est-ce qu'on peut trouver d'autres alternatives qui sont à prendre en considération? Ça, c'est encore une fois une question que l'on peut se poser. Et c'est également une question qui se pose dans un contexte un tout petit peu différent, c'est celui des pratiques coloristiques sans coloriste. Alors, vous avez ici la silhouette d'un personnage. Bon, je pense qu'on peut assez facilement identifier par la silhouette de cette face que c'est un homme, et la casquette va nous indiquer que peut-être c'est un ouvrier et c'est surtout un marin. Alors, où nous emmène-t-il ce marin? Eh bien, il va nous emmener, bien évidemment, vous l'avez reconnu, dans un des sites les plus sublimes par rapport à notre sujet. Hein. C'est Burano, dans la région, dans la dune vénitienne. Et il s'avère que des artistes ont effectué le voyage à Venise. Et là, je pense en particulier à William Turner. Et William Turner, quand il a été à Venise, il est tombé sous le charme, il a été complètement fasciné par l'architecture polychrome de Venise. Et je ne suis pas du tout certain qu'il l'ait été à Burano, tout simplement parce que Turner y a été donc en 1819, il y est retourné en 1833, en 1840 il a réalisé une multitude d'aquarelles tout autant sublimes les unes que les autres, avec des brumes, avec tout ça, ce sont des nuances absolument fascinantes. Mais que se passait-il à Burano? À Burano, c'était absolument pas ça, puisque la ville enfin, l'île de Burano commence à se polychromatiser que dans les années 1960. 1960. C'est-à-dire que c'est un phénomène très très récent, alors qu'on pourrait considérer que c'est un phénomène qui est beaucoup plus ancien. Alors là, la leçon que l'on peut en tirer et la question, alors la leçon, c'est que les, les habitants insulaires se passent de coloristes. Ils ignorent totalement la loi du contraste simultané, ils ignorent les principes de la trivariance visuelle ou de l'équidistance perceptive. Ils vont donner une place essentiellement à cette expression émotionnelle portée à son comble par l'expérience empirique, par l'hypersaturation polychrome. Mais quelle leçon d'audace, quelle leçon de résonance entre l'imaginaire et le réel.
que cette réalisation relativement récente, affranchie de tout principe, de toute règle, de toute limite, de toute contrainte administrative, pour le bonheur de la couleur, uniquement le bonheur de la couleur. Question pour la sensibilité sociale contemporaine. La notion de couleur relève prioritairement du registre des tonalités saturées, alors que pour les professionnels, elle tend à inclure l'ensemble des domaines de la chromaticité définis par les trois attributs maintenant bien identifiés que sont tonalité, clarté, saturation. Autant il semble nécessaire d'accompagner le grand public à acquérir, par l'expérience et l'éducation, un territoire plus vaste et plus complexe et plus riche, autant il s'avère que pour les dispositifs actuellement maîtrisés par les professionnels, l'on puisse intégrer des facteurs ultra tridimensionnels que ceux que les nouveaux matériaux, que sont ceux des nouveaux matériaux à effet en particulier. Euh, on voit très bien que c'est ce qu'on appelle les pigments X-Robe n'ont pas leur place dans les systèmes tridimensionnels traditionnels. Donc là, encore une fois, euh, de nouvelles questions à se poser. Là, trois visages, là encore une fois, très probablement méconnus ou ignorés. Ces trois visages d'Akazaki, d'Amano et de Nakamura, pourtant, ce sont des gens qui ont pénétré notre quotidien, notre existence ordinaire, tout simplement parce que ils ont inventé, en 1992, ils ont inventé quelque chose qui a changé radicalement notre vision. Euh, et c'est un tout petit objet qu'on appelle la LED, et en particulier la LED bleue. Les LED rouges et les LED vertes, les LED rouges et les LED vertes qui produisaient donc un rayonnement vert ou un rayonnement de moyenne longueur d'onde et de grande longueur d'onde, il manquait la troisième composante qui permettait d'obtenir une lumière achromatique, une lumière achromatique, qui n'est pas une lumière blanche. Et donc, en 1992, ces trois chercheurs, ces trois physiciens d'origine japonaise vont inventer cette LED bleue et recevoir en 2014 un prix Nobel de physique pour leur invention. En quoi ça nous intéresse? Tout simplement parce que l'invention de cette LED bleue va permettre aux architectes de changer de regard, de changer d'attitude par rapport à leur propre conception, et en particulier de domestiquer un moment de la ville, un moment de l'existence de leur propre bâtiment qu'ils avaient jusqu'alors complètement euh, négligé. Eh bien, c'est la place de l'architecture et de l'urbanisme dans le temps de la nuit, dans le temps nocturne. Et à partir de ce moment-là, grâce à l'invention de la LED bleue, eh bien, on va avoir la possibilité, pour certains bâtiments, et en particulier cette tour First, qui n'a pas été la première à opter pour cette faculté de signer, d'envoyer des signaux à l'ensemble de la population urbaine en fonction de la température, en fonction d'un certain nombre d'autres paramètres. Et c'est-à-dire que la couleur, là, va commencer à changer de point de vue. Ce n'est plus essentiellement une couleur essentiellement supportée, vectorisée par une matière, mais elle va être vectorisée par un rayonnement électromagnétique. Et progressivement, donc, acquérir des significations. Donc la question est la suivante. Avec une réelle révolution technologique des dispositifs et des sources d'éclairement, notre univers visuel a lui également évolué. Si, à juste titre, l'on peut s'émerveiller de ces progrès qui modifient en profondeur notre quotidien, des effets pervers induits par la surexposition à ces dispositifs commencent à être identifiés, avec des conséquences néfastes sur le système visuel primaire.
Qu'en est-il de ces inquiétudes légitimes ou du changement adaptatif engendré? C'est-à-dire que maintenant, bien évidemment pas dans un registre urbain comme cet exemple, mais on commence à s'inquiéter sur les effets néfastes qui sont engendrés par ces laines bleues, bien évidemment lorsqu'il y a des expositions excessives. Je reviens un tout petit peu à un personnage politique, Michel Noir, euh, étonnant patronyme pour participer à notre séminaire. Et Michel Noir, donc homme politique, maire de Lyon, euh, qui ne manque pas d'humour. Je me permets de citer une petite phrase. Ceux qui ont aimé voter noir, donc pour lui, peuvent très bien voter blanc. Et là, c'était à l'occasion des dernières élections municipales où il effectuait la promotion d'un de ses partisans qui avait un nom, là aussi, complètement opposé au sien. Alors, en quoi Michel Noir mérite d'être présent ici? Tout simplement parce qu'il a eu des intuitions. Alors, des hommes politiques qui ont des intuitions, c'est tout à fait remarquable. Et il s'est appuyé en particulier sur un personnage qui s'appelle Jean-François Zuravik, qui est un réalisateur, un directeur artistique, qui a formé un tandem avec Michel Noir pour créer de toutes pièces un phénomène nouveau qui est maintenant, euh, il est tellement devenu célèbre avec une notoriété mondiale. Ce sont les fêtes de la lumière qui se déroulent à Lyon, qui se dérouleront dans quasiment 3 semaines à Lyon. Et là, encore une fois, la place de la lumière, la place de la couleur commence à remplir l'espace urbain et à lui donner une nouvelle dimension. Donc là, l'enseignement que l'on peut avoir de la formation de ce duo, de ce couple, de ce tandem, est la suivante. L'engagement personnel du top management des institutions. Donc là, c'était le maire. Donc l'engagement personnel du top management d'une institution, qu'elle soit publique ou privée, est une quasi-garantie de la réussite d'un projet de coloration. La composante affective et émotionnelle qui entre en jeu lors des décisions cruciales se doit d'être compensée par l'énonciation d'une méthodologie de conceptualisation rigoureuse. C'est ce que nous verrons avec Adrien dans quelques instants. C'est par l'équilibre entre raison et émotion que se doivent d'être pris en charge les actes d'engagement réciproque, permettant au concepteur et pilote du projet de donner le meilleur de lui-même, ainsi que ceux de ses collaborateurs, en matière de créativité, de bénéfices, des résultats attendus. C'est-à-dire que si l'on travaille euh, main dans la main ou coude à coude avec les décideurs publics ou ceux qui permettent d'obtenir les moyens financiers, bien évidemment, on peut constamment aller de plus en plus loin dans euh, voilà un autre exemple des fêtes de la lumière à Lyon. Dans un autre registre, toujours sous une forme de tandem, voici un autre tandem qui se situe à Amiens avec Xavier Bailly, qui est le personnage situé à votre gauche. Xavier Bailly a été longtemps directeur du patrimoine d'Amiens, et à droite, eh bien, c'est Gilles de Robien qui était le maire, donc qui avait cette autorité politique. Et à eux deux, ils ont formé un tandem pour euh, valoriser en fait des découvertes archéologiques qui ont été réalisées sur la cathédrale d'Amiens, sur la façade, et qui montraient, ces découvertes archéologiques montraient que la cathédrale peinte. Était peinte. Alors, je n'oublie pas, bien évidemment, Hélène Richard, qui, elle, est scénographe, directrice artistique d'une agence d'événements qui a conçu une autre démarche
de polychromie appliquée au patrimoine architectural. Voici un exemple de ces projections. Alors, contrairement à ce qui se passe à Lyon, où c'est purement euphorique, c'est purement ludique, c'est purement hédonique, et bien là, il y a une tentative de restitution de cette polychromie, tout simplement parce que déontologiquement, on ne peut pas repasser des enduits de couleurs ou recolorer les pierres, les sculptures, les façades. Euh, il faut respecter les marques du temps, mais avec la lumière, on peut avoir une illusion de ce qu'était la façade de la cathédrale d'Amiens euh, au XVIe siècle, au XVe siècle. Et avec ces démarches d'archéologie, on va constater que vous pouvez observer la configuration des trois portails qui sont en bas de l'écran. Et il s'avère que trois portails sont en creux. Et c'est en particulier le fait que ce sont des portails en creux qu'il y ait eu une préservation de l'érosion pluviale qui vient donc battre tous les reliefs de l'architecture. Et le fait que l'architecture se soit autoprotégée, eh bien, on a pu retrouver des fragments d'enduit, de coloration, et ça a été vraiment là une découverte majeure qui, après, s'est propagée à Reims, s'est propagée à Poitiers, et puis, bien évidemment, à Notre-Dame de Paris. Voilà. Alors, la question qui nous intéresse, c'est la suivante. Dans le domaine de la chromaticité, auparavant inscrit dans un espace plan, celui du cercle chromatique, ce domaine s'est considérablement élargi dès lors qu'il a acquis la tridimensionnalité. Hein, on passe d'un cercle chromatique à une sphère tridimensionnelle. Mais son substrat privilégié, mentalement, le substrat privilégié, il est malgré tout ancré dans le registre du pictural. Hein. Dès l'instant où on parle de couleur, eh bien, il y a soit du pictural, soit voilà, c'est de la matière. Euh, donc ça veut dire qu'on est tenté de préfigurer le registre de la synthèse soustractive. Euh, Bon nombre de portraits que j'ai développés durant cette présentation font référence à la synthèse additive, c'est-à-dire que c'est plus essentiellement le registre de la matière, mais c'est aussi le registre de la lumière, et en particulier le registre de la lumière colorée, qu'elle soit filtrée ou qu'elle soit obtenue par diffusion. L'une et l'autre sont compatibles et offrent des interférences les plus riches. Que dire de la lumière colorée savamment projetée sur des matériaux peints? Le terrain de prédilection des scénographes et autres directeurs photo devrait quitter l'espace théâtral ou cinématographique pour s'exprimer au niveau de l'échelle de la cité. Là, c'est une suggestion. J'avance et j'arrive très progressivement. Je pense que je suis largement au-delà de mon quota de minutes et je m'en excuse auprès d'Adrien. Euh, Avant-dernier triple portrait. Alors là, bien évidemment, la, la couleur lumière n'est plus essentiellement liée à l'éclairage, mais elle est liée au spectacle ou à des significations, à des marquages symboliques qui vont être aisément compris par la population, même si ce n'est pas le support habituel. Dernier volet de portrait avec Vladimir Tatlin, qui est un artiste russe qui fait partie de ces artistes utopiques. Hein. Je vais vous en citer trois. Vladimir Tatlin en est le premier. Il crée en 1917, à l'occasion de la Révolution russe, la maquette qui est présentée donc,
à droite. Et cette maquette, c'est un monument à la gloire de la révolution bolchevique. Voilà. Mais en quoi elle nous intéresse? Tout simplement parce que ce projet euh, était destiné également à réaliser des projections d'images et surtout de slogans sur les nuages. Alors, en 1917, Tatlin est resté un peu sur sa faim parce que, bon, il avait l'imagination, mais il n'avait pas la possibilité de réaliser son projet. Et il a fallu attendre quand même quelques décennies pour que ce projet puisse se réaliser. Il se réalise maintenant avec avec les nouvelles technologies. Et ici, c'est James Dolan qui lui aussi a fait longtemps partie des artistes. Alors, c'est plus qu'un artiste, hein, c'est un promoteur, c'est un businessman. Mais c'est lui qui a réalisé cette, euh, cette sphère, hein, c'est son nom, à Las Vegas, qui est un projet absolument monstrueux, mais qui grâce à une technologie, va permettre d'obtenir des images, des projections polychromes sur cette sur cette surface sphérique. Je passe rapidement et ouais, encore là une petite prouesse aussi de la lumière et de la couleur dans l'espace scénographique nocturne. Ce sont les spectacles de drone. Et là aussi, il y a cette nécessité de revisiter cette notion. Dernier portrait, celui de Jean-Henri Lambert. Alors, bon, vous voyez que le portrait n'est pas récent. C'est scientifique, c'est un physicien de la moitié du XVIIIe siècle. Et Lambert, en quoi nous intéresse? Vous pourriez tout à fait légitimement vous poser la question, en quoi nous intéresse dans cette... Eh bien, tout simplement parce que Lambert a mis en équation euh, une, euh, une préoccupation qui, pour nous, se doit d'être intégrée dans nos projets d'architecture et d'urbanisme. Quelqu'un qui a travaillé sur la lumière, sur, comme c'est mentionné sur cet ouvrage de 1758, sur les routes de la lumière dans les airs. Et Lambert a inventé ce qu'on appelle l'albédo. Alors, l'albédo, c'est quoi? C'est l'indice de réflexion d'un matériau par rapport à son éclairement, et en particulier dans un contexte naturel. C'est-à-dire sur les matériaux naturels qui vont réémettre le rayonnement solaire. Et je voulais terminer par cette courbe qui est quand même assez préoccupante, qui montre que sur les 20 dernières années, eh bien, l'albédo de la Terre décroît. En d'autres termes, si on veut être un tout petit peu brutal, la Terre s'assombrit. La couche terrestre, l'écorce terrestre est en train de s'assombrir pour les raisons que vous connaissez, pour l'urbanisation, pour la fonte des glaces, bien évidemment, lorsque les mesures satellites s'intéressent à ce qui se passe ou à ce qui se passait au niveau des calottes polaires, eh bien, l'albédo était à son maximum. Mais maintenant, avec la fonte des glaces, eh bien, il y a beaucoup moins d'énergie lumineuse qui est réfléchie dans l'espace. Et ça contribue donc à faire baisser ce niveau de l'albédo, qui contribue donc à assombrir l'ensemble euh, de l'apparence de la Terre. Donc là, bien évidemment, au niveau de la coloration de façade d'un pavillon, il n'y a aucune incidence. C'est sur les zones urbanisées que ça va se passer. Donc, on commence à trouver des solutions avec le blanchiment des rooftops. Il y a des expérimentations qui sont réalisées au niveau des grandes surfaces de parking. Euh,
Il y a des mesures qui sont réalisées au niveau des prairies. Moins il y a de prairies, euh, plus on va avoir affaire à de la terre, et la terre, c'est sombre, donc les matériaux sombres vont absorber l'énergie lumineuse et augmenter la température. Euh, euh, voilà, donc tout ça, ce sont des nouvelles considérations, je crois, à prendre, alors peut-être sur le long terme, mais en tout cas qu'on ne peut pas négliger. Et c'est pour ça aussi que Colors of Life mobilise l'ensemble de son réseau.